L'offensive des Iraniens en Irak, l'ayatollah Khomeini veut abattre le régime de Bagdad. Un dirigeant de l'OLP pour la première fois à l'Elysée, Farouk Kaddoumi participe à une mission de la Ligue arabe, pas de changement de la politique française, dit-on à Paris. Second sommet des partenaires sociaux à l'hôtel Matignon, comment préparer la sortie du blocage des prix et des salaires fin octobre. Et puis ça va mieux entre Paris et Bonn, sommet franco-allemand à Metz, Schumacher est allé embrasser Battiston tout doucement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une guerre chasse l'autre au Proche-Orient, à la une des journaux. Léger répit au Liban depuis déjà 4 jours. En revanche, aggravation de la situation en Irak. Les forces armées iraniennes, qui avaient déjà réussi le mois dernier à repousser complètement les Irakiens de leur territoire, ont maintenant pénétré en Irak. Elles ne sont plus qu'à 7 km du grand port de Bassora. Tout à l'heure, Bagdad contestait cette avancée des Iraniens. Notre territoire a été nettoyé de ses agresseurs, ont dit les Irakiens, mais leur situation paraît quand même difficile. Jean-Marc Ilouz. Ce tank a été abandonné sur la rive irakienne du Tchat el Arab, ce fleuve frontière entre Irak et Iran, franchi avant-hier soir par 80 000 soldats peut-être des troupes de l'ayatollah Khomeini. Franchi en moins d'une heure, a dit le commentateur de la télévision iranienne. Et sur l'autre rive, les soldats irakiens avaient abandonné leurs fortifications, mais en truffant le terrain de mines. Les combats les plus violents ont certainement eu lieu à la périphérie de Bassora, en avant de ses positions. Communiqué imprécis ou contradictoire, chaque camp affirme avoir infligé de lourdes pertes à son adversaire. Difficile donc de savoir si l'armée irakienne, comme le clame Bagdad, a achevé aujourd'hui de nettoyer le territoire national des forces iraniennes. La tentative irakienne de contre-offensive a échoué selon Téhéran. L'Irak semble surtout compter sur son aviation, qui aurait de nouveau bombardé des villes iraniennes comme ici sur la frontière. Téhéran, elle, n'aura connu qu'une alerte aérienne sans conséquence pendant 11 longues minutes. Et bien sûr, guerre de propagande oblige, de longues files de prisonniers, ici iraniens, que l'on fait défiler devant les caméras, cette fois-ci celle de la télévision irakienne. Bagdad affirme avoir capturé des centaines d'ennemis et porte à 1004 le chiffre des pertes iraniennes depuis 36 heures. Une offensive militaire qui semble ne pas avoir surpris les capitales occidentales, mais qui les inquiète. Les conséquences de ce conflit peuvent être très graves, avait dit hier le Français Claude Chesson. Les Américains, eux, craignent d'éventuels débordements dans les pays du Golfe et chacun, bien sûr, de penser en priorité aux conséquences sur l'approvisionnement pétrolier. Conséquences aussi plus internes en Irak. Michel Strulovici nous rappelle la nature de ce régime et la force de son armée. Cette armée moderne, une des plus efficaces du Proche-Orient, s'épuise face à la ferveur des soldats de l'imam Khomeini. Cette guerre, l'armée irakienne l'a crue comme une parade. Mais elle a déjà perdu 100 000 hommes, le tiers de ses effectifs. Et pourtant, le matériel sophistiqué ne lui manque pas, qu'il provienne d'Union soviétique, son ancien allié, ou des pays occidentaux. 4 divisions blindées, équipées de chars soviétiques et d'une centaine de chars français AMX, sont les points forts de cette armée, dotée également de 335 avions de combat, notamment des MiG-23 et des Mirage F-1. Mais les défaites subies depuis un mois le long de la frontière et l'offensive iranienne actuelle mettent en danger Saddam Hussein, que l'on voit recevant il y a quelques années le Premier ministre du Shah, Oveida. Saddam Hussein, dont l'autorité depuis 13 ans confine au pouvoir absolu. Un pouvoir marqué par une brutalité certaine dans la conduite des affaires de l'État. Après s'être allié au Parti communiste, il fait pendre 30 de ses dirigeants. Puis il mène une guerre sanglante contre le peuple kurde d'Irak, dont il a sollicité un temps l'appui. Un peuple qui a le tort, à ses yeux, de réclamer son autonomie. Il fait taire également toute opposition au sein du parti Baas au pouvoir, en éliminant plusieurs de ses leaders historiques. Enfin et surtout, il réprime toute velléité d'organisation des chiites irakiens, qui constituent 60% de la population. Une répression due à la crainte de la contagion des idées de la révolution chiite iranienne. Mais en lançant il y a 2 ans l'offensive contre l'Iran de Khomeini, Saddam Hussein a joué avec le feu. D'un côté, l'Irak donc, de l'autre, l'Iran. L'Iran dont le chef politique et spirituel, l'ayatollah Khomeini, n'a jamais caché sa volonté farouche d'abattre le régime de son voisin Saddam Hussein. Paul Nahon. À 83 ans, l'imam Khomeini, qu'on disait fatigué et malade,
a donc trouvé le ressort pour lancer son peuple et son armée à l'assaut du régime irakien. Comme au premier temps de la révolution islamique, dans toutes les villes d'Iran, à nouveau ces défilés impressionnants d'hommes, de femmes et d'enfants prêts à se battre et à mourir pour la patrie. En fait, c'est une véritable guerre sainte lancée par l'imam Khomeini contre un régime qu'il dit corrompu. Allié des Occidentaux, tout comme l'Amérique était et est encore le grand Satan, le régime irakien qu'il veut abattre est aussi l'allié du diable. Mais qu'on ne s'y trompe pas. En déclenchant cette opération militaire de grande envergure, c'est aussi d'autres pays de la région qui sont visés. Les pays du Golfe Persique, qui aux yeux de l'ayatollah Khomeini sont autant de régimes corrompus qui n'appliquent pas les préceptes de l'islam. On comprendra alors mieux l'extrême inquiétude du Koweït ou encore de l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, hier, les dirigeants de Téhéran ont demandé aux Irakiens de renverser leur dictateur et d'installer à Bagdad un véritable régime islamique dominé par les chiites. Cependant, dès son arrivée triomphale en Iran, Khomeini avait déclaré que la révolution islamique n'était pas exportable. On peut donc penser que derrière les appels à la guerre sainte, d'autres motifs poussent les dirigeants iraniens à cette aventure militaire. D'abord, profiter de la première victoire sur l'Irak, très affaibli. Ensuite, mobiliser à nouveau tout un peuple sur les menaces extérieures afin d'éviter d'affronter les problèmes intérieurs, toujours aussi graves en Iran. Reste que dans cet Iran révolutionnaire et islamique, il est toujours très difficile de dissocier politique et religion. L'imam Khomeini lui-même n'a-t-il pas pris le pouvoir grâce à l'alliance et la force de ces deux mots? Deuxième conflit au Proche-Orient, la guerre du Liban. Ce soir encore, pour la 4e journée consécutive, une accalmie à Beyrouth. Toute relative, bien sûr, mais accalmie quand même. La parole est toujours à la diplomatie. Une délégation de la Ligue arabe est en train de faire le tour des 5 pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, les fameux pays qui ont le droit de veto à New York, à savoir la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'URSS et la Chine. Aujourd'hui donc, Paris. Et voilà donc pourquoi, pour la première fois, un dirigeant de l'OLP, Farouk Kaddoumi, participant à une mission de la Ligue arabe, a pénétré à l'Élysée pour y rencontrer François Mitterrand. Cette audience ne constitue pas un geste particulier de la France dans le conflit du Proche-Orient à l'égard de l'OLP et n'implique pas de changement de la politique de la France, a-t-on dit à l'Élysée. Précédé par le ministre algérien des Affaires étrangères, dont la carrure le dissimule un peu, M. Kaddoumi est arrivé à l'Élysée à 15h30 et c'est 1 heure plus tard que, toujours aux côtés du ministre algérien, il ressort de l'audience avec le président de la République. Le ministre algérien est le premier à prendre la parole. Avait une terre et un État, il n'aurait pas été au Liban. C'est la raison pour laquelle nous pensons que toute solution véritable de la question du Proche-Orient passe par la reconnaissance des droits nationaux du peuple palestinien. Quasi submergé par les représentants de la presse, M. Farouk Kaddoumi prend la parole. En vérité, c'est bien lui la vedette du jour. On a beau du côté français prendre des précautions oratoires et dire que c'est au titre de la Ligue arabe et non pas de l'OLP que M. Kaddoumi était aujourd'hui à l'Élysée, c'est un fait. L'OLP a franchi aujourd'hui un pas et un pas d'importance. À Washington, il n'y avait tout simplement pas de représentants palestiniens dans la délégation de la Ligue arabe. À Londres, comme par hasard, le représentant palestinien était absent le jour où la délégation de la Ligue arabe a été reçue par Mme Thatcher, le Premier ministre. À Paris, on n'a Dieu que pour M. Kaddoumi, reçu pour la première fois officiellement par le chef de l'État français. Attention, cela ne veut pas dire que la France s'apprête à reconnaître l'OLP au sens juridique du terme, car on ne reconnaît que des États constitués, ce qui n'est pas le cas naturellement pour l'Organisation de libération de la Palestine. Mais cette réserve faite, il est évident que cette rencontre a une valeur pour le moins symbolique et qu'à Paris, décidément, on considère l'OLP comme l'organisme le plus représentatif des Palestiniens, autrement dit, le seul interlocuteur valable avec qui il faut discuter si l'on veut reconstruire quelque chose au Proche-Orient, Liban compris, bien entendu.
Hier soir, le ministre israélien des Affaires étrangères, M. Shamir, avait déclaré que le temps accordé à la diplomatie et à ses amis américains n'était pas infini. Israël n'a pourtant pas fixé d'ultimatum. Sur place à Beyrouth, Philippe Rochaud et Roland Tourte nous montrent comment, petit à petit, la vie s'est organisée dans la capitale libanaise et comment, notamment, on peut passer de l'est à l'ouest de la ville. Voilà plus d'un mois que le principal port du Moyen-Orient, Beyrouth, est paralysé par la guerre. Hier, ces quais étaient encore l'un des rares points de passage entre l'Est et l'Ouest. Aujourd'hui, avec l'encerclement de Beyrouth-Ouest par les Israéliens, seuls les diplomates et les voitures des officiers libanais ont le droit de l'emprunter à travers les ruines de 8 années de guerre où se sont affrontés Palestiniens, phalangistes, Syriens et Israéliens. En une matinée au port de Beyrouth, nous n'avons enregistré que le passage de ces deux voitures, l'une de l'ambassade d'Espagne, l'autre transportant 2 lieutenants de l'armée libanaise. Pour communiquer entre les deux secteurs de la ville, le carrefour du musée reste aujourd'hui le principal point de passage. C'est par là que Beyrouth-Ouest respire ou étouffe. Mais avec le blocus israélien, on a simplement le droit de sortir d'ici, rarement celui d'y retourner. Pour quitter Beyrouth-Ouest, ces voitures et ces gens ont dû satisfaire à 3 contrôles des Palestiniens et de leurs alliés. Ils ne sont autorisés à sortir ni essence, ni pain, ni nourriture. En raison du blocus, Beyrouth-Ouest entend garder précieusement toutes ces denrées. Seules des familles avec leurs baluchons peuvent ainsi rejoindre les quartiers contrôlés par les Israéliens et les chrétiens, à pied, en voiture ou en camion, mais sachant très bien qu'elles ne pourront sans doute retourner ici avant la levée du blocus par les Israéliens, le mot d'ordre étant d'empêcher Beyrouth-Ouest de se repeupler. Où est-ce que vous allez, monsieur? À Tyr, oui. Mais Tyr, c'est au sud, là vous partez au nord. Oui, justement. Ensuite, non, je vais prendre l'autre route là-bas. Et après, je vais à droite. C'est-à-dire que vous quittez Beyrouth-Ouest? Oui, pour le moment. Pour le moment. Parce que vous estimez que c'est trop dangereux ou... Oui, c'est fantôme ici, la ville. Tu vois, pas d'électricité comme il faut, pas de l'eau, et rien du tout. Pas même du... On peut pas circuler, on peut pas nous déplacer. Et vous avez laissé votre famille à l'ouest? Non, ou à l'est? ma famille, elle est à l'étranger. À l'étranger? Oui, avant les événements. Et là, vous partez avec tous vos bagages, quelques bagages? Non, tout ce qui est nécessaire seulement. Oui. C'est-à-dire que vous ne croyez pas tellement à la paix possible? Non, je crois qu'il va y avoir de la paix. Vous croyez? Il doit y avoir de la paix, parce que tout le monde en a marre. En une matinée au point de passage du musée, nous avons vu une 50aine de voitures et une 100aine de personnes à pied quitter la zone contrôlée par les Palestiniens. Ces 2 femmes qui tentaient de rencontrer un parent qui vit dans le secteur chrétien sur la ligne de démarcation ont rebroussé chemin, n'osant pas s'aventurer vers les positions israéliennes. Aucun convoi de la Croix-Rouge n'a pénétré ce jour-là dans le secteur palestinien. Seule une voiture de pompiers, venue la veille de la zone contrôlée par les Israéliens pour éteindre un incendie provoqué par un obus, est retournée dans la zone Est. On estime aujourd'hui que plus de 100 000 Libanais ont évacué la zone de Beyrouth-Ouest contrôlée par les Palestiniens, mais ceux qui partent aujourd'hui savent qu'ils ne pourront sans doute revenir à Beyrouth-Ouest avant la levée du blocus. Un mot encore sur l'actualité internationale pour vous dire que, comme prévu, c'est bien un Sikh qui devient président de la République en Inde. Monsieur Singh, candidat désigné par le président de Madame Gandhi, a obtenu près de 4 voix, de 3 voix sur 4. Nouveau sommet cet après-midi à l'hôtel Matignon. Ce ne sera pas le dernier. Pierre Mauroy a fait savoir qu'il allait réunir une nouvelle table ronde à la mi-octobre pour faire le bilan des négociations salariales à la sortie de la période du blocage des prix et des salaires. Et d'ici là, des négociations bilatérales seront menées entre Matignon et les différents syndicats. Roselyne Koskas et Jean-Claude Renaud ont suivi tous les travaux de cet après-midi. Il faut convaincre tous les partenaires sociaux qu'ils devront mettre en veilleuse leurs revendications pour que les Français puissent, dès la fin octobre, sortir en douceur du blocage des prix et des salaires. Pour Pierre Mauroy, c'est l'enjeu de cette table ronde avec 2 autres pommes de discorde à l'ordre du jour,
la sécurité sociale et l'assurance chômage. La partie est difficile. D'entrée, les patrons comme le CNPF dénoncent le dispositif de blocage des prix. Bien, cette histoire de sortie est pour nous une inconnue. C'est un labyrinthe, le blocage des prix. On sait y entrer, on ne sait pas en sortir. Et ça pose pour les entreprises françaises, comme je l'ai dit tout à l'heure à la réunion devant le Premier ministre et tous les ministres, des problèmes très graves. Car nos entreprises françaises sont en situation, elles sont réellement en péril. Et elles sont prises dans une sorte d'étau avec des prix de vente bloqués et des prix de revient qui continuent à monter avec le SMIC, les matières premières, le pétrole, etc. Et en plus, nous devons payer l'augmentation de 20% de la TVA, ce qui représente 5 milliards à la charge des entreprises, ce qui est, je vous le ferai remarquer, en contradiction totale avec les accords solennels du gouvernement et du Premier ministre du 16 avril dernier. Nous avons donc réclamé tout de suite avec force le remboursement de cette somme pour effacer cette erreur et tenir l'engagement solennel du gouvernement. Du côté des syndicats, ce n'est pas encore le tollé général, mais la base renacle contre le blocage des salaires. Pour Henri Krasuki, leader de la CGT, il faut augmenter les bas salaires et pas seulement le SMIC. Il faudrait aussi vérifier l'efficacité du blocage des prix. Les travailleurs n'acceptent pas le blocage des salaires. D'ailleurs, aucune organisation syndicale ne le soutient. Ce qui est nouveau, c'est que nous leur proposons non seulement de défendre leurs intérêts et de réagir contre une injustice, mais d'agir efficacement pour des solutions positives qui permettent de sortir de cette situation-là et d'aller vers un développement industriel, donc un développement de l'emploi et une réduction de l'inflation. Il y a ceux qui n'y croient pas. André Bergeron, lui, avait prévenu dès hier, cette table ronde ne débouchera vraisemblablement sur rien. Il faut, dit Force ouvrière, relancer la politique contractuelle. Autre gros écueil, l'assurance chômage. Le gouvernement veut faire payer les fonctionnaires, probablement dès le 1er novembre, et les non-salariés. Pour les agriculteurs, on devrait considérer que la non-dévaluation du franc vert représente leur cotisation. Le pari du gouvernement est ambitieux. Il s'agit de réussir la phase de blocage des prix et des salaires, puis d'imposer à des partenaires récalcitrants une période d'autodiscipline. Pierre Mauroy qui aura appris à l'issue de cette table ronde que pour la première fois, sa courbe de popularité s'infléchissait. Il compte désormais plus de mécontents que de satisfaits. De très peu, 39% de satisfaits pour 40% de mécontents. C'est tout de même une forte chute, 6 points de moins en un mois. Même chose pour le président de la République qui perd lui 7 points, 41% de satisfaits, 40% de mécontents. C'est en tout cas ce qui ressort du sondage IFOP réalisé pour François, le plus médiocre donc depuis un an. Des chiffres qui seront sans doute commentés demain, mais on l'affiche lors d'une réunion qui regroupera l'état-major du PS au grand complet et les membres socialistes du gouvernement. Autre réunion politique aujourd'hui, celle du conseil du RPR. Nous rejoignons sur place Jean-Louis Le Senne. Jean-Louis Le Senne n'est pas là, mais me signale que le RPR a rejeté toutes les propositions concernant les modifications de scrutin décidées pour les élections municipales, modifications qui ont été annoncées mardi en Conseil des ministres. Alors en marge de ce conseil du RPR, la mairie de Paris, sans aucune espèce de rapport, a fait savoir qu'elle n'était pour rien dans le retard de 3/4 d'heure du feu d'artifice hier. Un retard très commenté, c'est parce que les forces de police étaient insuffisantes, dit la mairie, et qu'elles n'ont pas fait évacuer à temps le périmètre de sécurité autour de l'Arc de Triomphe. Par ailleurs, 3 socialistes, Louis Mermaz, Jean Popren et Paul Quillès, ont condamné les manifestations d'hostilité dont le président de la République a été l'objet hier soir alors qu'il passait en revue les troupes pour le 14 juillet. Ces dirigeants parlent de commando et d'une misérable agression qui en dit long sur les intentions de ses inspirateurs. J'ajoute qu'enfin, François Mitterrand a décoré aujourd'hui à l'Élysée, dans l'ordre de la Légion d'honneur, les 2 spationautes français Jean-Loup Chrétien et Patrick Baudry. L'enquête ce soir, c'est celle qu'Alain Valentini et Patrick Reslop sont allés effectuer à Pont-de-l'Isère, dans la Drôme. L'affaire sur laquelle ils travaillaient est très émouvante. C'est une infirmière de 34 ans qui, depuis une semaine, est en prison pour non-présentation d'enfant. Ça veut dire qu'elle refusait de confier à son ex-mari la garde de sa fille Élise une fois tous les 15 jours. Elle l'avait même accusée d'avoir des gestes impudiques envers sa fille. Ce drame du divorce dure depuis 10 ans et déchaîne les passions. Songez que la jeune femme a été condamnée à 1 an de prison ferme pour ce délit
et une ville tout entière est en révolte. Élise, une petite fille de 10 ans, toute blonde et souriante, que se disputent son père et sa mère. Par décision du juge pour enfants, elle se trouve placée depuis le 19 juin au foyer de la DAS à Valence. Sa mère, Rosemarie, à quelques centaines de mètres de là, est en prison. Elle y purge une peine d'1 an de prison ferme pour non-présentation d'enfants. Situation absurde, la mère et son enfant correspondent par lettre. Dans la banlieue de Lyon, avenue de Vessières à Écully, vol éclos. Le père d'Élise est en vacances, personne ne sait où. Pont de l'Isère, près de Valence, le domicile de Rosemarie et de sa famille. Sa sœur et sa belle-sœur nous racontent son arrestation à la barre. Rosemarie a été emmenée comme un truand, comme les 3 qui avaient avant elle, qui ont été condamnés à 10 mois de prison, dont 5 avec sursis alors qu'ils avaient volé. Et elle qui n'avait rien fait, était emmenée menottes aux mains et pour 1 an de prison ferme. Et vous, madame, vous êtes sa sœur? Oui. Oui, je suis la sœur de Rosemarie et ma foi, je trouve inadmissible que pour cette affaire, ma foi, 1 an, c'est vraiment trop. Même elle n'aurait pas dû être condamnée parce qu'ils ont placé la petite à la DAS avant. Donc il n'y avait plus de raison de punir ma sœur puisque de toute façon c'est Élise qui refuse d'aller avec son père, elle en a peur. À l'intérieur de la maison, reclus, les grands-parents de la petite Élise. Ils ne s'alimentent plus, Madame Degas a perdu plus de 25 kilos. Vous ne vous alimentez pas depuis combien de temps maintenant? Depuis qu'elle est partie, parce qu'on peut plus manger. On peut plus. Qu'est-ce que vous souhaitez? Un retour à toutes les deux. Oui, le retour de nos petites filles. Toutes les deux, qu'elles nous reviennent. Vous y arriverez. Je vous en prie. Dites-moi. Mon petit pouce. Nous ne demandons pas grand-chose, que justice soit rendue et qu'on nous rende notre fille et notre petite fille. Condamnée de multiples fois pour non-présentation d'enfants, la mère invoque le déséquilibre de son ex-mari sur qui les renseignements sont soit très mauvais, soit excellents. Pour les uns, il est complètement fou et violent, pour les autres, naïf, mais serviable et travailleur. Non, mais quand on voit faire ce qu'il fait, on dit qu'il n'est pas normal. Pourquoi? À la suite d'accidents dont il n'est bien sûr pas responsable, le père d'Élise apparaît, comme le note la Cour d'appel de Lyon, comme un immature affectif, impulsif et violent, mais qui adore sa fille. Monsieur Chattard, s'il était un homme dangereux, la justice française ne lui aurait pas des dizaines de fois concédé le droit dérisoire à force de demeurer théorique de voir son enfant. Mais la diabolique résistance de Madame Degas, qui depuis le moment de la naissance de cet enfant a décidé que son père ne pourrait jamais voir la petite fille et qui a triomphé sur le plan concret, a, hélas, rendu vaines les décisions, les jugements et les arrêts qui ont permis à M. Chattard de voir son enfant. Ça ne l'empêche pas de partir tout de même en vacances. Il a tenté, il y a quelques jours, une dernière fois, de pouvoir rencontrer son enfant. La porte lui a été une fois de plus claquée au nez. À l'hôpital de Romans, où Rosemarie est infirmière et estimée de tous, on ne parle que le langage du cœur. Droit de visite du père non respecté ou mal respecté, là n'est pas le problème. 1 an ferme, c'est inconcevable. Du coup, s'est créé un comité de soutien à l'initiative de ses collègues de l'hémodialyse. Le comité rejoindra un autre groupe créé à l'initiative des parents de Pont de l'Isère, où habite Rosemarie, pour une manifestation commune de la préfecture à la maison d'arrêt. Qui n'ont pas signé la pétition. Alors mesdames, vous venez d'où? Nous venons de Pont de l'Isère, nous sommes des pères et mères familles de Pont de l'Isère. Et ça fait plusieurs années que nous suivons l'affaire de Rosemarie, c'est ma fille. Nous défendons Rosemarie parce que nous sommes nous-mêmes des parents et que nous ne comprenons pas qu'elle ait été mise en prison pour aimer trop sa fille. Et nous trouvons que c'est scandaleux de mettre une maman en prison alors qu'elle n'est ni une voleuse ni une criminelle. Le jugement est très dur et je crois que rarement on a vu de tels jugements dans de telles situations. Prochaine étape, le 21 juillet où l'affaire viendra en appel devant la cour de Grenoble. À nouveau, le tribunal, les avocats, les juges. L'affaire dure depuis 10 ans, les parents ayant divorcé peu avant la naissance d'Élise. Dans 3 ou 4 ans, c'est vraisemblablement Élise elle-même qui tranchera, cette fois-ci sans appel. Sa mère ou son père, peut-être bien les deux.
Je vous rappelle qu'Élise n'a que 10 ans, donc elle ne pourra légalement choisir qu'au terme de sa 18e année, et l'appel de ce procès aura donc lieu mercredi prochain. Encore une jeune fille découverte étranglée près des Tempes, c'est la 3e ainsi assassinée depuis 2 ans dans le même endroit et dans des circonstances très semblables. L'attentat du Capitole, fin mars, bien faute d'éléments, l'instruction devra reprendre l'enquête à zéro. Nouveau combat de la Fédération du Livre CGT, elle déclare mener une grande bataille. Un sommet assez inattendu à Metz cet après-midi entre l'allemand Schumacher et le français Battiston. Tout le monde sait maintenant qu'il s'agit de joueurs de football et que le sommet avait été précédé d'une rencontre quelque peu rugueuse, disons, sur une pelouse espagnole, jeudi dernier. Une image qui avait scandalisé tous les téléspectateurs, parmi lesquels d'ailleurs de nombreux Allemands. Eh bien, le gardien ouest-allemand est allé à Canossa, ou plutôt à Metz, pour faire amende honorable et présenter ses excuses à Patrick Battiston, dont on a appris qu'il souffrait d'une fracture de la 2e vertèbre cervicale, sans déplacement. Les journalistes étaient donc, bien entendu, là pour le choc historique. J'ai accepté de rencontrer Harald Schumacher, c'est pour la simple raison que je me suis imaginé un petit peu son moral. Je crois qu'il a été très sévèrement critiqué pour son geste. Et je pense que moralement, ça a donc dû être très très dur pour lui. Donc c'est pour cette raison qu'il a souhaité me rencontrer. Et puis il voulait également s'expliquer de la raison, de son attitude sur le terrain. Je crois qu'il ne voulait pas le faire devant la presse allemande parce qu'il voulait le faire d'abord devant moi. Et je vais vous donner donc sa version, c'est-à-dire qu'au moment où Michel Platini me donne un ballon en profondeur, il me voit arriver très vite sur le ballon. Il sait pertinemment que je vais arriver le premier. Et dans son esprit, il pense que je vais le lober, ce que je pensais exactement faire. Mais en fait, il a anticipé. Et au moment de la frappe, j'ai envoyé le ballon de côté. Et il s'est trouvé donc sans appui en l'air. Et donc il a voulu éviter de me rencontrer avec les genoux et les pieds en avant. Donc c'est pour cette raison qu'il s'est retourné et qu'il n'a pas pu freiner son élan. Eh bien pour moi, il n'y a pas de sentiment d'agressivité ni de, comment dire, une certaine rancœur. Je voulais juste savoir quel était son état d'esprit, pour quelle raison donc il avait agi comme il l'avait fait. C'est tout, voilà, ça me suffit d'avoir discuté comme ça avec lui. Doucement. Voilà, très joli tout ça. Enfin, Schumacher qui, pour la circonstance, en a même avalé son célèbre chewing-gum. Tour de France, une petite déroute, en tout cas pour Knetemann, le vainqueur de l'étape d'hier. Il retombe dans les profondeurs du classement au terme de la première étape de montagne, gagnée par l'Irlandais Kelly devant l'Australien Phil Anderson. Hinault, toujours maillot jaune, bien sûr. Vincent Guérard. Bernard Hinault n'a pas eu à prouver aujourd'hui si oui ou non il était moins fort dans la montagne que l'an passé. Il s'est contenté de contrôler la course en attendant sans doute l'étape de demain et l'arrivée au sommet du Pla d'Adet pour creuser les écarts. 18 coureurs sont sortis dans la descente de l'Aubisque, parmi eux Hinault bien sûr, dans sa roue Anderson et son maillot blanc, Sean Kelly, le sprinter et son maillot vert, Job Zoetmelk ainsi que Bernard Vallet, ce sont tout simplement les 5 premiers au général ce soir. Knetemann et Bernaudot, principales victimes de cette première étape des Pyrénées, se perdent dans le fin fond du classement. Et à Pau, pas de surprise, c'est Sean Kelly, le plus rapide du peloton, qui l'emporte devant Anderson et Van de Velde. Hinault est bien sûr toujours maillot jaune. Autre Tour de France à la voile, cette fois le bateau Marseille l'a emporté à Cherbourg. Brest a toujours le spi vert et Le Havre le spi jaune. On a retrouvé le spéléologue Baudouin Lismonde dans une grotte de la Dent de Croll, difficile sauvetage qui a duré 80 heures. Et puis on a aussi retrouvé un petit garçon de 12 ans qui en Allemagne avait fait une fugue de 60 jours dans les forêts qui entourent sa ville parce qu'il avait été pris en flagrant délit de fraude dans un autobus. Il ne s'était nourri que de fraises et de mûres. Il a été découvert épuisé et anémique mais vivant. 15 blessés hier soir lors du feu d'artifice de Sainte-Maxime. 2 fusées avaient explosé parmi les spectateurs. Feu d'artifice également interrompu à Nancy à la suite d'un très violent orage sur la ville. Un orage qui a fait des dégâts particulièrement importants à Valenciennes, vous le voyez. Près de 200 arbres abattus. L'un d'entre eux a grièvement blessé un automobiliste en s'écrasant sur sa voiture et a par ailleurs provoqué l'effondrement d'un chapiteau au cours d'un spectacle pour personnes âgées. Et à 10 heures du soir, la ville a été totalement plongée dans l'obscurité.
Avec vous, Alain Gillot-Pétret, la météo pour demain, avec j'espère moins d'orage. Oh oui, mais quand la nature s'y met, vous avez vu ce que ça donne. En tout cas, nous vérifierons demain que la Loire est bien la frontière entre le beau et le mauvais temps. Et nous le verrons sans doute demain soir également sur la photo satellite de la météo nationale. Nous allons maintenant la voir, celle d'aujourd'hui à 14h30. Vous constatez, voici la France en bleu ici, que à l'exception du sud-est du pays, il y avait des nuages partout en France. Pour demain, ça doit venir de l'ouest, mais ce sont ces nuages-ci. Rassurez-vous, c'est très blanc, on a l'impression que c'est très important, mais non, ce ne sont que des petits stratocumulus, ça ne sera pas très méchant et ce sera au nord de la Loire. Région par région maintenant, la carte pour vous montrer ce qui va se passer. Au nord de la Loire, le ciel sera variable, on ne voit pas la carte mais ça ne va pas tarder, la voilà maintenant. Au nord de la Loire, le ciel sera variable, avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux et des averses sur le nord-est le matin et sur la Manche l'après-midi. Tandis qu'au sud de la Loire, voici la frontière donc, temps variable aussi, mais avec beaucoup moins de nuages et beaucoup plus de soleil. Et puis en fin de journée, quelques orages possibles des Alpes à la Corse. Les températures pour demain sont en baisse, 2 à 3 degrés par-ci par-là. On passe sous la barre des 20 degrés pour le minimum, c'est-à-dire 19 à Brest, maximum 30 degrés en Corse. Et si l'on fait la moyenne de tout cela, on doit obtenir 23 degrés. C'est quand même acceptable. Demain, vendredi 16 juillet, 2 minutes de soleil en moins. Levé 6h05, couché 21h47. C'est la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel qui a donné curieusement le prénom Carmen. Voilà, et vos prochains rendez-vous, Patricia Charnelet à 23h15 et Philippe Labro demain à 12h45. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h, si vous le voulez bien. Bonsoir à tous.